Bienvenue dans la Batcave, ton nouveau repère pour explorer les secrets de l'entrepreneuriat à impact. Je suis Valentin, ton hôte, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a plongé dans ce monde fascinant dès ses 18 ans. En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai acquis tout un tas de connaissances que je souhaite aujourd'hui partager. Chaque épisode sera une excursion dans les arcanes de cet univers fascinant où l'on démystifiera ensemble le mythe qu'entreprendre est facile. En parallèle, je te documenterai mon aventure avec OVA, mon projet entrepreneurial visant à révolutionner la gestion des déchets plastiques en entreprise. Un vrai documentaire hebdomadaire pour vivre avec moi les hauts et les bas de ce parcours passionnant. Ensemble, nous allons tester, expérimenter et apprendre pour transformer nos projets en exploits dignes des plus grands héros de Gotham. Allez, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Et bien le bonjour à tous, bienvenue dans la Batcave, le podcast le plus underground du game, c'est Valentin. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2, mon parcours entrepreneurial chaotique et l'importance du sommeil. Ça va être les deux principaux thèmes qu'on va aborder aujourd'hui dans le podcast. Vous allez le voir, j'ai plein de choses à vous raconter sur moi, sur mes expériences qui m'est arrivé dans ma vie. En tout cas, au niveau entrepreneurial, on va pas déborder plus que ça aujourd'hui. Et sur le plan scolaire aussi, on va faire un tour dessus. Ça pourrait être intéressant aussi que vous ayez écho de ce qui se fait un peu dans le système scolaire, on va dire, pour se former à l'entrepreneuriat. Donc ça peut être top. Et puis, tout simplement, j'espère que le premier épisode, il vous a plu, que ça vous a donné un peu l'eau à la bouche pour la suite. Si oui, c'est trop bien. Et merci de revenir pour le deuxième. Sinon, les gars, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, parce que sur ce qui pourrait être amélioré, parce que effectivement, si vous me dites pas et si on n'a pas de retour et que je continue à avoir un contenu qui soit gaze, ça risque d'être compliqué pour tout le monde. Donc aujourd'hui, le but c'est à l'oral, je vais essayer de combler les lacunes parce que je me suis réécouté de la semaine dernière et les gars, putain, j'ai des tics de langage qui sont affolants sur les pour combler le vide et les donc voilà. Alors petit jeu, hein, si jamais ça vous chauffe les gars, vous mettez en commentaire là, vous comptez, vous prenez une petite feuille, un petit stylo et vous comptez à chaque fois que je dis ou donc voilà. Ça peut être un jeu. Franchement, moi si quelqu'un me demandait de faire ça, je le ferais pas parce que c'est chiant. Mais voilà, si jamais vous faites chier et que ça veut me vanner, vous pourrez en faisant ça les gars. Donc en tout cas, je vais essayer d'être meilleur que la dernière fois là-dessus aujourd'hui. Et on va parler, comme je vous le disais, du coup principalement de mon parcours entrepreneurial chaotique et du sommeil. Donc on va sans plus tarder passer au sommaire du jour. Donc on va parler dans un premier temps, rubrique 1, la semaine de Valentin. Donc ça c'est, vous savez, la petite rubrique qui fait écho un peu de ce que j'ai fait dans la semaine. Et là, on va parler en l'occurrence des dernières semaines parce que j'ai dû faire des gros condensés sur ce qui se passait un peu, les gros points importants dans ma vie parce que j'avais plein de petites merdes à gérer, on va dire. Et le but aujourd'hui, c'est de vous en parler un petit peu et pour vous donner aussi un peu le ton sur ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Parce qu'il y aura plein de choses dont on va parler dans cet épisode qu'il faudra que j'approfondisse dans d'autres épisodes bien dédiés. Donc voilà, donc ça sera la rubrique numéro 1. Ensuite, on ira sur Batman vs Wild, la rubrique numéro 2, où là, on parlera de mon parcours scolaire et entrepreneurial. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est important pour moi, je pense que vous compreniez d'où je viens, de ce que j'ai fait et mon parcours, ce qui me permet de vous donner des conseils aujourd'hui et qui, en tout cas, me permet de partager ça avec vous. Partager mon expérience, partager des connaissances, et puis tout un tas d'autres choses. Donc ça, on reviendra dans la rubrique 2, Batman vs Wild. Ensuite, on attaquera la rubrique numéro 3, donc la rubrique numéro 3, Road to Dark Knight. Là, c'est la rubrique défi de la semaine, vous l'avez compris avec le premier épisode. Et là, on va parler du sommeil, parce que ce sera un défi lié au sommeil. Donc on se retrouve tout de suite pour la rubrique numéro 1, la semaine de Valentin. Rubrique numéro 1. Alors,
on va commencer ça tout de suite. Donc, vous avez vu le petit jingle là, ça régale quand même ou dites-moi si ça régale un petit peu ou pas, que je sache un peu si je dois le changer ou pas, parce que si vous me dites que c'est nul, bon, vous me facilitez pas la tâche parce qu'il faudrait que je le change et que je retrouve quelque chose, mais voilà. Donc dites-moi si c'est cool. Du coup, on va commencer cette rubrique numéro un. Donc, dans cet épisode, exceptionnellement, en fait, on va parler de ma semaine et on verra dans les prochains épisodes si je peux en dire plus ou pas sur mes semaines parce que, comme je vous l'ai dit, je prends une mission de 3 mois euh, actuellement pour développer mon projet entrepreneurial et mon entreprise. Et du coup, je vais pas être libre comme je veux pour pouvoir gérer mon temps parce que du coup, je suis à plein temps dans une entreprise. Donc, c'est la galère des prochaines semaines. Donc, on verra ce que je peux vous partager ou pas. Je suis sûr qu'il y aura des choses que je pourrais vous partager dans le sens des expériences ou des choses qui me sont arrivées. Mais du coup, on aura peut-être moins souvent la semaine de Valentin dans ces 12 premiers épisodes, comme je vous le disais. Mais ça arrivera certainement plus fréquemment et en tout cas, ce sera plus et mieux construit à partir du 12e épisode, je pense. Voilà. Donc je vous avais expliqué un peu comment ça allait fonctionner. Petit rappel, on va faire 12 premiers épisodes sur le système entrepreneurial, comment entreprendre, avoir les bases, on va dire, sur comment on crée une boîte, comment on fait un business plan, comment on fait ci, comment on fait ça. Ce sera des premiers épisodes qui nous permettront d'avoir tous un peu le vocabulaire et tous un peu écho de ce qui se passe dans l'écosystème. Et ensuite, on pourra se diversifier un peu plus pour parler principalement de la boîte et de moi, comment j'arrive à mener ma boîte, qui est OVA. Voilà. Donc ça, ce sera en tout cas dans les prochains épisodes. Pour ce qui est de celui d'aujourd'hui. Donc, premier point que je me suis noté sur ma semaine, il faut savoir que là, je reviens du deuxième campus de Life for Good. Alors Life for Good, c'est quoi? C'est une association qui a pour but de libérer le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Donc tout ça, ça veut dire quoi? C'est bien beau. Grosso modo, on est une promo d'entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont des projets à impact, que ce soit dans le social, dans l'environnement, voilà. Et le but de ça, c'est de rassembler un peu les talents et les forces sur ces problématiques-là et d'en faire une vraie promo comme on a eu à l'école et comme on a pu avoir avec nos potes de classe. Et sauf que là, on est tous entrepreneurs et on travaille tous sur notre projet. Donc ça, c'est pareil. Je vous en reparlerai de Life for Good parce que franchement, c'est des bons et c'est un programme d'accompagnement de 6 mois qui est super cool, les gars. Voilà. Donc ça, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, donc là, en fait, il faut savoir que pour ce programme, il y a grosso modo 3 sites. Donc il y a le site de Paris, il y a le site de Lyon et de Nice, si je dis pas de bêtises. Et grosso modo, ça rassemble des entrepreneurs de toute la France, en fait, par promo. Donc il y a 2 promos par an de 6 mois dans chacun de ces campus. Donc ça fait au total 6 promos à l'année. Et du coup, 6 promos de 6 mois. Et du coup, il y a énormément de jeunes avec des projets impact qui se rencontrent et qui peuvent échanger sur ce qu'ils font et qui se retrouvent pour parler de leurs problématiques, de où ils en sont actuellement dans leurs entreprises. Et on suit le développement de chacun tout au long des 6 mois. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment top. Ça nous permet de rester motivés aussi, de voir les potes où ils en sont, de si on a un problème ou si on a une problématique sur un sujet défini. Donc ça peut être voilà le commerce, on sait pas comment monter sa boutique en ligne ou on sait pas comment avoir des nouveaux fournisseurs à droite ou à gauche. Et ben il y en a peut-être qui sont déjà passés par là et on peut échanger avec des gens qui ont ces compétences-là. Donc ça en tout cas c'est top. Et je vous recommande d'y participer ou en tout cas d'y postuler si un jour ça vous tente. Voilà, si un jour ça vous tente et que vous avez un peu de temps à consacrer à ça. Il y a tout un programme d'accompagnement, hein, donc ils mettent des ressources à disposition des porteurs de projets, ils mettent des coachs aussi à disposition. Il y a des ateliers qu'ils appellent des sprints où on se rassemble chaque mois pour parler d'une problématique d'entreprise, hein. Ça peut être du sprint commercial, ça peut être parler de son entreprise, définir ses visions, sa mission, etc. Donc c'est un bon programme en tout cas si vous débutez un projet dans l'impact et que vous avez envie d'être suivi par des gens qui en tout cas ont l'habitude de ce genre de projet. Donc voilà. Donc ça c'est un des premiers trucs cool qui m'est arrivé ces dernières semaines et voilà, et du coup on s'était retrouvés à côté de Lyon dans un petit gîte au bord d'un étang, dans la nature, en pleine forêt. Donc c'était vraiment un cadre super sympa pour bosser
sur son projet et bosser avec d'autres gens aussi sur tout ça, quoi. Sur l'aspect entrepreneurial, sur l'aspect plus mental autour de l'entrepreneuriat, sur l'aspect pratique, sur l'aspect négoce. Enfin, c'était un super moment. Donc on était au deuxième campus, il nous en reste un. Donc voilà, donc des campus comme ça où on se réunit dans un lieu pour se rencontrer et échanger. Il y en a 3 du coup dans les 6 mois. Et c'est quelque chose qui est super top. Donc voilà, si vous pouvez le faire un jour, je vous le recommande. Inscrivez-vous. Et voilà, je mettrai peut-être d'ailleurs en description des liens pour y avoir accès. Point numéro 2 dans ma semaine, il y a eu tout ce qui était suivi post-création d'entreprise, parce que comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, j'ai créé mon entreprise, donc ma SAS, fin du mois de janvier. Donc quand vous créez une entreprise, avant l'étape de création, il y a énormément d'échanges qui doivent être faits avec un juriste en tout cas, ou alors avec un avocat, pour pouvoir récupérer un certain nombre de documents sur vous, qui attestent de là où vous vivez, de qui vous êtes, de si vous avez des antécédents judiciaires ou pas en matière de gestion d'entreprise ou autre. Donc tout ça, en fait, il y a besoin de faire pas mal d'échanges, donc c'est beaucoup de paperasse. Et forcément, qui dit paperasse dit ça met un temps monstre parce que il faut montrer patte blanche sur tout, envoyer les documents, les lire, les signer, créer le projet de création de statut. Ensuite, voir si une fois que c'est validé, vous pouvez aller voir votre banquier pour faire un compte de dépôt de capital. Ensuite, une fois que vous avez déposé l'argent et que c'est sur le compte, vous pouvez retourner voir l'avocat pour qu'il lance effectivement la démarche de création officielle de l'entreprise. Bon bref, en tout cas, ça c'est des choses qu'on reverra dans un épisode particulier où je vous raconterai en détail toutes les étapes euh, qu'il y a dans la création d'une entreprise, en tout cas d'une SAS, pour ceux que c'est un peu intéressé. Donc il y a eu pas mal d'échanges en tout cas de mon côté ces dernières semaines avec, comme je disais, avocats, comptables, banques, parce que c'est pareil, on choisit pas sa banque n'importe comment. Bon, en général, elle propose toutes le même package, hein, c'est à quelques euros près les services que ça change. Mais par contre, là où je peux vous donner un conseil, c'est veiller à la relation que vous avez avec la personne en face. Si vous avez confiance dans votre conseiller pro, ça se passera, ça devrait bien se passer. Parce que des fois, voilà, on peut se dire, oh, faut que j'aille vite, faut que je prenne la première banque qui vient et qui veut bien me prendre. Moi, je vous conseille pas forcément d'agir comme ça. Je vous conseille plus de réfléchir et de sentir les personnes en face de vous si il y a un feeling avec ou si en tout cas vous vous voyez travailler avec ces personnes-là. Parce que c'est eux qui vont être en, comment dire, qui vont devoir vous gérer s'il y a des problématiques, être en contact avec vous et c'est avec eux que vous allez devoir passer du temps. Donc ça, en tout cas pour cette démarche-là, pour tout ce qui est comptable et banque, trouver des personnes qui vous ressemblent et qui sont dans le même état d'esprit que vous. C'est super important. C'est super important. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, on refera un épisode spécifique là-dessus sur la création d'entreprise et ce qu'il faut un peu faire. Parce que là, je vous ai parlé voilà d'échanges de paperasse, de comptes courants d'associés, etc. Mais il y a plein de papiers et je remettrai tout ça dans l'ordre pour un peu vous donner la démarche, ce qui vous attend en tout cas si vous allez créer votre entreprise. Voilà. Non pas dans le but de vous décourager, mais de vous y prévenir parce que vous pouvez gagner du temps en fait dans ces moments-là en ayant déjà une idée de ce que vous devez comme papier à vos interlocuteurs. Voilà. Ensuite, un autre des gros points qui m'est arrivé cette semaine, enfin ces dernières semaines en tout cas, c'était le grand oral du PIL. Alors, le PIL, qu'est-ce que c'est? C'est le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, parce que je suis lorrain. Voilà, je vais vous en parler juste après, dans la rubrique d'après. Et le PIL, c'est le pôle Pépite en fait. Donc ça, le pôle Pépite France, donc c'est un dispositif qui est mis en place par le gouvernement, il me semble d'ailleurs, pour les étudiants, à destination des étudiants, dans le but d'augmenter comment on appelle ça, le taux d'engagement des étudiants dans l'entrepreneuriat. Donc de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes pour que les jeunes créent plus d'entreprises. Et ça, il faut savoir que des pôles pépites que vous en avez dans quasiment toutes les régions en France. Donc c'est super important que vous vous renseigniez là-dessus, sur cet écosystème et sur ce qu'il y a autour des pôles pépites parce que ça vous offre énormément de possibilités en fait sur de l'accompagnement, sur de la mise en relation avec des acteurs sur le territoire. Qu'est-ce que ça peut vous apporter d'autre? Ça vous apporte de la visibilité aussi parce qu'ils organisent des événements d'ailleurs, comme le Grand Oral auquel j'ai participé,
qui est en gros un regroupement d'acteurs, en fait, partenaires des pôles pépites qui se réunissent un jour dans une salle ou dans un amphithéâtre, dans une salle de conférence, pour voir en fait quels sont les porteurs de projets dans les pôles pépites, en fait. Pour leur montrer, en tout cas c'est un événement qui se passe dans le PIL, donc dans le pôle pépite de Nancy. Et alors, il y en a pas partout de ce genre d'événements, mais en tout cas, c'est peut-être des événements qui peuvent être poussés par vous, étudiants, à vos porteurs de projets dans vos pôles pépites, si jamais ils ne le font pas encore. Voilà. C'est un événement bon qui coûte un peu à l'organisation pour organiser, mais par contre, ensuite, c'est un super événement pour vous, pour pouvoir en fait réseauter, rencontrer d'autres porteurs de projets que vous ne voyez pas en, en temps normal en fait. Et du coup, c'est un moment pour vous aussi, vous pouvez trouver des partenaires extérieurs et des premiers clients qui sont des partenaires de ces pôles pépites en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont super intéressantes en tant qu'étudiant entrepreneur pour pouvoir vous mettre en valeur et mettre en valeur votre projet. Et d'ailleurs, quand je dis ça, étudiant entrepreneur, je l'ai pas précisé encore, mais pour être étudiant entrepreneur, en fait, vous devez faire une demande, avoir le statut d'étudiant entrepreneur, donc SN2E. Vous devez faire une demande sur le site du ministère, il me semble. C'est ça. Et du coup, vous devez le faire cette demande. Donc, c'est pareil, ça, je vous mettrai un lien dans le descriptif de ce podcast. Et en fait, avec ce statut-là, vous allez pouvoir bénéficier, si vous êtes étudiant, de potentiels aménagements de cours pour développer votre projet. Ça va vous offrir tout un réseau de partenaires, un accès à des ressources en ligne, l'accès au pôle pépite du coup, parce que si vous n'avez pas ce statut, vous ne pouvez pas être accompagné par le pôle pépite. Donc c'est important, en tout cas, et en fait, ce statut-là que vous prenez, ça vous met un pied dans l'engagement j'essaye de développer un projet. Les pôles pépites, ils ont tous un peu des visions différentes de ce que c'est l'entrepreneuriat et de ce qu'ils veulent comme porteurs de projet. Il y a énormément de visions différentes, mais on s'accorde, enfin en tout cas les pôles pépites s'accordent sur la vision de dire le pépite, c'est un endroit pour idéationner son projet. Donc on verra ça aussi, les différentes phases de la création d'entreprise. La phase d'idéation du projet, c'est la première. Et du coup, c'est l'état gazeux des projets. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ils peuvent vous accompagner pour vous aider à aiguiller votre projet en fonction de ce que vous voulez, vos besoins, vos désirs et les ambitions que vous avez autour du projet. Donc eux, ils vont un peu vous aiguiller là-dessus et vous accompagner à créer une première base pour ensuite aller plus loin dans la création d'entreprise, qui peuvent être la suite logique, ça peut être les incubateurs, les couveuses d'entreprise, etc. Mais ça, on en reparlera effectivement dans un épisode dédié. Mais en tout cas, voilà, donc moi j'ai participé à ce grand oral. À la fin, effectivement, il y a eu des acteurs qui sont venus me voir pour savoir si on pouvait échanger plus en détail en fait sur mes solutions, sur ce que je proposais. Et du coup, aujourd'hui, voilà, c'est en cours d'échange avec ces acteurs pour voir si on peut mettre en place des actions concrètes ou pas au sein de leur entreprise. Donc, c'est top parce que, comme vous voyez, ça peut vous apporter des clients aussi. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, pourquoi je l'ai mis ça dans la semaine de Valentin aujourd'hui, c'était pour vous faire un premier pic en fait sur ce qu'était les pôles pépites et le fait qu'il faille que vous vous y intéressez en fait à ces structures-là d'accompagnement si vous voulez lancer un projet et que vous êtes étudiant. Voilà. Parce que on dit souvent que étudiant et entrepreneur ça colle pas ensemble. Et ben figurez-vous que si ça colle très bien ensemble, on va en reparler dans la rubrique juste après. Mais en tout cas, moi c'était ce que j'ai fait et j'ai plein d'amis dans ce cas-là et qui vivent leur meilleure vie parce que une vie un peu de stress parce que suivre les études et en plus à côté le porter sa boîte, ça demande énormément de boulot. C'est pas des semaines de 30 heures, hein. Ça va être des semaines autour de 60-70 heures plutôt. Mais c'est un parcours c'est un parcours particulier qui est tout autant intéressant en fait. Voilà. Donc ça, on en reparlera de l'écosystème entrepreneurial dans les épisodes qui suivent. Je pense dans 1 ou 2 épisodes pour que vous ayez une vision claire sur ce qu'est l'écosystème entrepreneurial et comment vous pouvez vous faire aider et accompagner pour développer un projet. Parce que ça, c'est super important et on le néglige trop souvent ça. L'accompagnement autour de son projet et le fait d'être suivi, d'être conseillé, c'est hyper important. Donc ça, on en reparlera et vous allez voir, vous allez kiffer. Allez, et du coup on a fini cette première rubrique la semaine de Valentin. On enchaîne avec la deuxième rubrique, Batman versus Wild.
Ok, donc du coup, Batman versus Wild, on va parler là dans cette rubrique de mon parcours scolaire et de mon parcours entrepreneurial. Pourquoi je veux parler de ça? C'est pour que vous puissiez mieux comprendre un peu l'environnement global dans lequel j'étais, ce qui m'a poussé aussi à créer mes projets et parce qu'on va le voir, j'ai eu plusieurs projets et qui m'a un peu motivé et voilà, c'est mon parcours tout simplement qui est dans lequel vous pourrez peut-être vous retrouver ou non. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs dans ce qu'on appelle la Lorraine, voilà la belle région Lorraine avec ses mirabelles, dans un petit village à côté de Nancy. Donc je suis voilà nancéen de cœur les gars, c'est comme ça. Et du coup je suis un mec de la campagne. Donc j'ai un rapport un peu particulier on va dire à la terre parce que j'ai passé toute ma jeunesse entre les tracteurs et les vaches forcément. Et du coup voilà j'ai tout le parcours qui va avec. Donc petit lycée, petit lycée dans lequel petit lycée de campagne en fait, dans lequel j'ai fait, enfin de petite ville d'ailleurs, dans lequel j'ai fait un bac S, option sciences de l'ingénieur. Alors je sais que ça s'appelle certainement plus comme ça aujourd'hui. Donc ça c'était, ça remonte, je saurais pas vous dire la date. Ça remonte un peu. C'était en 2016, 2017, 2018, je sais plus dans les années là. Et moi de base, en fait, je voulais devenir astrophysicien ou ingénieur en fait. Malheureusement pour moi, j'étais pas assez bon en maths à l'école et en physique pour pouvoir aller accéder à ces métiers-là. Je m'en suis toujours bien sorti en fait à l'école, troisième, collège, lycée. Lycée, j'étais en seconde, j'étais très très bon en maths. Et puis à partir de la première S, là, ça a commencé à dégringoler, les gars. Je suis passé de 18,5 de moyenne en maths à 6,5, c'était catastrophique. Donc c'était compliqué pour moi d'aller en fait sur des écoles d'ingénieurs post lycée et de rentrer dedans et de pouvoir du coup commencer en école d'ingénieur pour aller accéder à mon rêve d'ingénieur. Donc je m'étais dit ok, si tu peux pas passer par une école d'ingénieur, tu peux passer par un IUT. Donc un IUT pour faire un DUT, un diplôme de technicien, diplôme universitaire de technicien supérieur, je crois que ça s'appelle. Et du coup, j'ai fait un DUT à l'IUT Nancy-Brabois, un DUT génie mécanique et productique. Donc ça, je l'ai fait en 3 ans à l'époque, parce que j'ai redoublé ma première année, parce que j'étais un peu paumé dans ma vie, dans mes études, je savais pas si c'était vraiment ce que je voulais faire ou pas. Et au final, c'est un peu à cette époque-là où j'ai eu commencé à envie d'entreprendre et que j'ai eu les idées sur ce que je voulais faire comme projet. Donc on va y revenir juste après. Mais du coup, c'est ça qui m'a fait redoubler et je me suis dit, ok, les gars, je vais pas me contenter d'un échec sur cette première année. Je vais la recommencer et je vais essayer d'appliquer ça, ces études-là, en rapport avec ce que je veux faire à côté et créer un projet autour des compétences que j'acquiers dans mon DUT génie mécanique et productique. Donc là, ça a été dans la deuxième première, c'est ça, dans la deuxième première année que j'ai eu en fait envie d'entreprendre et que j'ai commencé à créer mes projets. Et c'est là que je suis rentré dans le pôle pépite, donc je vous ai parlé juste au-dessus, donc le PIL. C'était grâce à une action de sensibilisation de leur part en fait. Moi, je savais pas du tout que ça existait ce genre d'établissement. Et je suis rentré un peu là-haut par hasard, sans projet. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et ils m'ont accueilli et ils m'ont aidé à développer mes premiers projets. Donc voilà, donc ça c'était la petite intervention du PIL qui a fait que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat et que je suis rentré dans cet écosystème-là. Donc ça c'était sympa, c'était sympa. L'IUT, on n'était pas des milliers non plus, on était quelques classes, on était une promo d'à peu près 100 personnes, je crois. Donc ça m'a fait rencontrer de belles personnes. Voilà, j'ai encore des bons potes de DUT que je vois encore, donc ça c'est top. Big up à vous les gars si vous m'écoutez d'ailleurs. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Et du coup, après ce DUT, en fait, j'étais en mode bon, est-ce que je prends une école d'ingénieur ou pas pour accéder à mes rêves, sachant que là, je commençais à me tourner vraiment plus vers l'entrepreneuriat et je me disais que, en fait, continuer les études, je sais pas si c'était ça qui me plaisait le plus ou pas. Donc, j'ai voulu tenter l'école d'ingénieur. Et je me suis ravisé quand j'ai vu qu'il fallait que je passe des concours de fou furieux où il fallait que pour faire des passerelles, je crois qu'on appelait ça, pour passer de DUT en fait directement. En fait, mes chances étaient moindres par rapport à des gens qui étaient directement dans les écoles ou dans les prépas intégrés en fait. Et j'avais ce côté technique que eux du coup n'avaient pas.
que les prépas techniques les prépas scientifiques pardon n'avaient pas. Mais du coup, c'était plus compliqué pour moi de rentrer parce que j'avais pas le même niveau qu'eux et du coup, je me serais peut-être fait un peu manger dans ces écoles d'ingé. Surtout au niveau de la technique et tout ça, où j'ai continué d'ailleurs à avoir des grosses difficultés à cause des maths et de la mécanique, tout ce qui était physique et tout. C'était les gars, j'ai vraiment souffert en DUT. Mais ça, c'est parce que en fait, j'étais dans une phase où je me rendais pas vraiment compte. J'étais encore immature et j'étais dans une phase où j'avais pas vraiment envie de travailler. J'étais plus en mode bon vas-y, je vais faire autre chose, je vais voir des potes ou tout ça que de travailler pur. Et aujourd'hui, je le regrette parce que j'ai quand même acquis beaucoup de choses. Il me reste énormément de choses de ce DUT et de ces bases techniques. Mais j'en ai perdu une paire parce que aujourd'hui je les applique plus et ça je trouve ça dommage et j'aurais aimé en apprendre plus sur le moment et plus profiter du moment présent en tout cas pour pouvoir travailler et acquérir ces nouvelles notions. Donc si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous écoutez mon podcast, la principale chose que j'ai envie de vous conseiller sur cet aspect scolaire, c'est mettez-vous-y à fond les gars et montrez de quoi vous êtes capable. Les notes ça fait pas la personne. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais par contre apprenez pour vous et vous verrez ce que vous pourrez en refaire derrière en fait tout simplement. Mais ça vraiment focusez-vous même si vous avez envie de quitter le truc parce que vous vous rendez compte que c'est pas votre année, que vous avez eu des difficultés dans votre vie, que c'est pas l'orientation que vous voulez, continuez quand même. Finissez votre année, ne partez pas au milieu de l'année pour une année sabbatique ou je sais pas quoi. Continuez d'apprendre et de travailler, on va dire, votre mémoire et vos méthodes d'apprentissage et tout ce genre de choses. Ça, il faut jamais, il faut que vous continuiez à apprendre et d'être dans cette démarche d'apprentissage. Et ce qui vous sert pas aujourd'hui vous servira certainement demain. Voilà. Donc voilà, petit disclaimer sur en tout cas les études sup après lycée, parce que bien souvent c'est là où il y a le plus de changements et de rebondissements, on va dire. Mais c'est important que vous lâchiez pas et que vous vous remettiez un coup de fouet au moment où vous êtes au plus bas, parce que je vous dis ça parce que je l'ai vécu au bout de ma première année de DUT, je savais vraiment pas si j'allais continuer ou si j'allais redoubler parce que j'avais fait des stages et non, j'avais pas fait de stage encore. Je crois non, c'était pas là, c'était en deuxième année que j'avais fait des stages, mais en tout cas les stages de deuxième année m'ont donné envie de continuer et m'ont conforté dans le choix d'être resté en fait et d'avoir refait ce DUT que j'ai validé du coup par la suite et qui m'a permis de postuler en fait vu que je pouvais pas être pris dans une école d'ingénieur classique parce que j'étais pas assez bon en maths et dans toutes ces matières scientifiques, j'ai plutôt postulé dans une école qui était typée ingénieur et commerce. Donc c'était une école d'ingénierie d'affaires, donc dans laquelle on apprenait la double compétence en fait commerce et ingénieur. Et c'était en fait le moment parfait en fait pour moi parce que je commençais à développer mon premier projet entrepreneurial dû aux 2 nouvelles années en fait que j'ai passé en DUT. Donc dans le DUT, je développais mon projet et en guise de projet d'études d'ailleurs. Donc les profs ont été cool là-dessus de me permettre de faire ça. J'ai participé à des expositions que l'IUT organisait à l'échelle régionale, donc c'était un super truc et ça m'a permis de moi me conforter dans le fait que je veuille entreprendre parce qu'à côté de l'aspect technique. Donc du coup d'avoir ce côté plus commercial et plus savoir de vendre mon produit, vendre mon savoir-faire. Et du coup, j'ai fait une école d'ingénierie d'affaires, donc qui s'appelle l'ESTA à Belfort, l'école supérieure des technologies et des affaires. Et c'était une petite école en fait à taille humaine à Belfort. Et c'était une petite ville plaisante d'ailleurs, Belfort. S'il y a des Belfortins qui m'écoutent, big up les gars. Et non, c'était vraiment une petite école à taille humaine, c'était top. On n'était pas énormément dans l'école, on devait peut-être être 400 ou 500 grand maximum. Et en fait, on se voyait pas tous en même temps parce qu'il y avait beaucoup de stages. En fait, chaque année, il y avait des stages dans cette école qui nous permettaient de mettre en pratique le côté commercial et le côté technique en fait. Donc moi, je suis arrivé là en troisième année, donc j'ai eu un stage de négociation et prospection commerciale dans une grosse société de conseil qui d'ailleurs aujourd'hui a explosé. Et bah ouais, j'aurais peut-être dû rester là-haut. Donc non, j'aurais pas dû rester là-haut. J'ai bien fait de continuer sur cette voie-là. Mais ouais, c'était une superbe expérience et les 2 années d'après, ça a été les années les plus compliquées parce que on a mangé un truc dans les dents. Vous devez connaître, ça s'appelle le Covid, les gars. Covid-19. Alors je rigole parce que ça a vraiment tout niqué en fait à la scolarité. Donc tout ce qui était voilà les machins fêtes de BDE, vie à l'école, etc. Donc le confinement a
peu tout, un peu tout niqué. C'était vraiment concrètement les cours à distance, donc chacun était chez soi, je vous apprends rien, vous l'avez vécu. Et ça a été un peu compliqué de rester motivé à suivre en fait cet élan d'études supérieures quand tu es dans cette démarche de créer des choses, d'entrepreneur, et en plus à côté de l'école que tu peux pas suivre vraiment parce que c'est des cours à distance, et forcément dans les cours à distance t'es pas très attentif, t'es derrière ton PC et t'écoutes un prof en fait qui te parle, et ça te parle pas forcément. Donc c'était une période qui était un peu compliquée, les gars, je vous cache pas. J'ai eu beaucoup envie d'arrêter les études à ce moment-là. Et au final, comme je vous disais, moi je suis de ce camp qui dit quand je commence un truc, je le finis. Et ça m'a permis du coup de continuer et d'aller au bout de ce diplôme en fait. Et ça c'était top. Et ça c'était top. Et du coup, en parallèle de cette année-là, donc de cette dernière année d'études sup, donc le bac plus 5 en fait, j'ai fait un autre master en entrepreneuriat technologique et industriel. Euh, qui s'est fait donc à l'UTBM à Belfort. Pareil, donc c'était l'école d'ingénieurs qui était juste à côté de l'université technologique de Belfort-Montbéliard. Et c'était un master en fait où on pouvait se mettre à fond sur le projet, sur notre projet entrepreneurial, et le développer en fait en groupe. Donc moi, quand j'ai su ça, que ma formation à l'ESTA pouvait faire un double master avec l'UTBM à côté, je me suis dit mais en fait mais let's go. C'est win en fait. Je vais pouvoir développer mon projet en même temps que d'avoir mes diplômes, et ça me délivrait un double bac plus 5 à la fin en fait. Donc c'était vraiment un truc banger en fait. C'était vraiment une formation banger. Et ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes encore. Donc j'avais deux classes en fait distinctes. Donc une classe que je voyais en semaine du lundi au vendredi, et l'autre classe que je voyais le jeudi après-midi et le samedi, parce que j'avais cours le samedi du coup. Donc voilà, c'était des grosses semaines les gars, mais c'était top en fait. C'est top. En fait, on voyait pas les semaines passer parce qu'on avait énormément de boulot, que ce soit par le master à l'ESTA, et de l'autre côté le master aussi à l'UTBM. Il y avait des dossiers à rendre dans chacune des formations. Enfin, je vous apprends rien sur les dossiers de groupe en école. Il y avait sans arrêt des dossiers, et du coup, il fallait se mettre dessus un bon coup. Et à chaque fois, on devait rendre ces dossiers-là avant 23h le samedi soir. Et vous vous doutez bien, donc voilà, on était jusqu'à 23h tous les samedis dans les dossiers à finir les dossiers, quoi. Donc c'était un peu épuisant, mais avec le recul, c'était un bon moment qui a permis en fait de se tester en fait, ce qui m'a permis de me tester et de voir si j'étais apte en fait à, euh, à tenir un rythme élevé en fait. Voilà. Donc j'ai pas fait une prépa pour m'assurer de ça, mais j'ai fait plusieurs formations en parallèle, et j'ai porté mon projet aussi en parallèle. Donc voilà, donc c'était top. Et l'autre point qui était top dans ce master ETI à l'UTBM à Belfort, c'est que on était, c'était comment on appelle ça, une classe multiculturelle en fait. Il y avait vraiment il y avait des personnes qui venaient de partout, du Liban, de Chine. Il y avait quoi? Il y avait du Maroc, il y avait où d'autres? Il y avait du Sénégal, il y avait, enfin bref, il y avait plein de civilisations, enfin de civilisations, de cultures différentes qui étaient là regroupées dans dans cette classe, et c'était top les échanges en fait, parce qu'on était sans arrêt stimulés les uns aux autres. Et on était, voilà, on pouvait échanger entre nous sur ce qui se faisait dans les pays respectifs, sur nos visions aussi de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, où on pouvait se confronter, et ça c'était vraiment top. C'était vraiment top. Donc franchement, moi j'ai bien kiffé cette période-là de ma vie, malgré le fait que ce soit, donc là c'était la dernière année, ça revenait un peu à la normale après Covid, donc on avait beaucoup plus de cours en présentiel, et c'était quelque chose qui était vraiment sympa quoi. Voilà, on pouvait tous se retrouver, échanger, faire les soutenances ensemble et puis à distance. Enfin, c'était mieux d'aller au charbon comme ça que tout seul dans son coin quoi. Voilà. Donc ça c'était jusqu'à maintenant, et du coup ça m'a permis de voir vraiment comment je pouvais me tester et encaisser la pression. Et du coup, ça m'a relancé sur un dernier diplôme. Aujourd'hui, je suis dans un D2E, donc un diplôme d'étudiant entrepreneur, qui me donne en fait le temps de travailler sur mon projet entrepreneurial,
tout en étant étudiant et en bénéficiant des avantages du statut. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec le pôle pépite, ça donne accès aux locaux, ça me donne accès aux formations, ça me donne accès aux équipes, ça me donne accès à des programmes d'incubation spécifiques avec des incubateurs de start-up. Et ça vraiment, c'est banger. Donc du coup, j'ai repris une formation étudiante pour pouvoir bénéficier de ça en parallèle de ma lancée d'entreprise et de ma création d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect scolaire. Donc vous en savez un peu plus sur ma formation et tous les diplômes un peu que j'ai fait. Donc vous voyez, hein, il y a beaucoup de diplômes, beaucoup de choses. Moi, j'ai été faire ces diplômes parce que j'ai eu mes parents, comme certainement beaucoup d'entre vous, qui vous poussent à faire des études. Moi, effectivement, ils m'ont poussé à faire des études, mais c'était aussi une manière pour moi de me tester, de voir ce que j'étais capable, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, en fait, si vous avez des interrogations par rapport à ces parcours scolaires, voilà, si vous avez des questions dessus, sur comment j'ai imbriqué tout ça, qu'est-ce que c'était comme parcours et tout. En vrai, je peux peut-être vous les mettre en description. Ouais, je vais vous les mettre en description. Comme ça, vous serez informés et si ça vous intéresse, vous pourrez postuler potentiellement par là, quoi. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le parcours scolaire, on va passer au parcours entrepreneurial. Donc ça, c'est là où il y a eu le plus de choses de vécu, en tout cas de mon côté. Je vais essayer de résumer rapidement ici, ça va prendre un petit peu de temps, on va essayer de passer 10 minutes dessus. Le but, c'est que vous ayez des informations sur le parcours et que vous voyez que le parcours évolue. Je vous l'ai dit, j'ai eu plusieurs projets, donc vous savez quoi, je vais commencer direct dans le truc. Donc voilà. Donc moi, il y a 7 ans, je suis rentré dans l'entrepreneuriat à la suite d'une intervention du pôle pépite dans mon IUT. Il venait présenter l'entrepreneuriat, il venait montrer que c'était cool, que c'était bien, qu'on pouvait lancer des projets en tant qu'étudiant. Donc à ce moment-là, moi je me suis dit, mais vas-y, let's go en fait. Est-ce que je créerais pas un projet, un truc qui soit en raccord avec mes valeurs, donc un projet impact. J'avais pas conscience que ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc un truc qui soit bon pour la planète et pour l'homme en fait. Donc j'avais à l'époque pas de projet particulier, j'étais pas un génie qui a travaillé sur une technologie particulière depuis son plus jeune âge ou un logiciel particulier. Donc il fallait tout que je crée en fait, jusqu'à même à aller chercher une idée en fait de projet. Et du coup, ça me plaisait en fait de faire mon projet et d'aller en fait sur mon propre chemin, créer mon aventure en fait. C'était vraiment là-dessus. Moi, j'ai été matrixé par les shonen, les gars, One Piece etc. Vraiment, donc je voulais à tout prix en fait faire mon chemin, mes aventures, et j'avais ce besoin de liberté dans ce que je faisais. Parce que je m'étais rendu compte que quand j'étais en stage en entreprise ou ce genre de choses, c'était souvent la même chose et je voulais pas faire tout le temps la même chose. Et ça, du coup, sur le parcours entrepreneurial, effectivement, j'ai été servi. Donc, je suis rentré au pile, du coup, ça devait être en 2017, fin 2017, avec ma cousine à l'époque, parce que je l'avais recrutée, du coup, sur mon projet. Je lui avais dit, mais en fait, viens, ça te dirait pas de créer une boîte et tout? Et on n'avait pas conscience l'un et l'autre de ce que ça engageait de créer un projet entrepreneurial à l'époque, hein. Elle était aussi en fin d'études. Moi, j'étais un peu dans le début de mes études. Ma cousine était plus âgée que moi. Et du coup, ensemble, en fait, on a allié nos compétences en fait. On a regardé ce qu'on savait faire. Donc moi j'avais le côté technique et ma cousine à l'époque était opticienne et elle est toujours d'ailleurs. Et du coup on s'était dit ok, go faire un projet en fait qui rassemble optique et des matériaux de la production et ce genre de choses. Donc c'est là qu'est venu mon premier projet entrepreneurial qui s'appelait les lunettes vertes, et c'était un projet en fait de fabrication de montures de lunettes en plastique recyclé. Donc ça, il y a eu plein d'étapes de compréhension de marché. Ça a demandé beaucoup de réunions, de monter en compétences en fait sur l'entrepreneuriat, parce que en fait on n'y connaissait rien en fait. Donc on était censé être là souvent à des formations pour s'instruire en fait, pour qu'on nous explique l'entrepreneuriat, donc notamment dans les locaux du PIL, notamment par le pôle Pépite en fait, qui nous mettait à disposition plein de ressources et des réunions, des tables rondes, ce genre de choses où on pouvait participer gratuitement. Hein, je l'ai pas dit, mais c'est gratuit, hein, le pôle Pépite, à condition d'être dans une formation en fait de votre université, d'être étudiant en fait, d'avoir le statut étudiant. Donc ça vous coûte voilà la CVEC, la cotisation de vie étudiante là. Et du coup le prix d'un master, parce il me semble qu'il faut que vous soyez comme dans un master pour être étudiant quoi, ou en tout cas dans une licence ou dans une formation d'une fac ou un truc comme ça. Donc du coup ça nous a demandé énormément de boulot, et on a eu une grosse année en fait où on était présent à pas mal d'événements,
de lieu sur l'entrepreneuriat pour apprendre et monter en compétences. Et malheureusement, en fait, au bout de cette année, on s'est un peu scindé en deux avec ma cousine parce que ma cousine, elle avait pris un boulot, en fait, une alternance avec ses études et du coup, elle était plus trop là et elle avait plus trop le temps de se mettre sur le projet et du coup, je me suis retrouvé un peu solo au final sur le projet. Donc, au bout d'un an à deux, après, enfin, je me suis retrouvé tout seul en fait. Donc, j'ai continué 2 ans en fait à rencontrer solo sur mon marché, enfin à être sur le marché de l'optique et à essayer de continuer à porter ce projet parce qu'on avait commencé à faire des semi-prototypes, des trucs comme ça. Et du coup, au bout de un an tout seul, je me suis rapproché de plusieurs personnes du milieu de l'optique en fait, et je me suis associé pour créer une première entreprise à l'époque et développer tout un tas de choses autour du milieu de l'optique parce que je m'étais rendu compte en fait à force de comprendre le marché et de comprendre quels étaient les manques dans le secteur de l'optique. J'ai rencontré énormément de monde. J'ai fait d'ailleurs des vraies rencontres, des rencontres de fous, des personnes incroyables qui sont devenues un peu des mentors par la suite, des guides dans ces secteurs d'activité-là, qui m'ont accordé plein de temps et plein de bienveillance. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est ça que je cherchais aussi justement. Et du coup, ces personnes-là m'ont vraiment voilà touché de par leur personnalité, de par le partage qu'ils avaient d'expérience, de par ce qu'ils voulaient dégager en fait de l'entrepreneuriat et du coup c'était top. Donc voilà, donc je me suis associé à 2 personnes et du coup on a été invité dans plein d'événements dans le secteur de l'optique pour présenter ce qu'on faisait, présenter les innovations qu'on portait, notamment par la création de nouveaux matériaux dans le milieu de l'optique que je voulais développer à l'époque avec ce projet. Et puis voilà, donc ça m'a permis d'aller, je rigole parce que ça m'a permis d'aller rencontrer en fait des directeurs innovation et directeurs exécutifs de gros groupes. Quand je dis gros groupes, c'est top 1, top 2, top 3 du milieu. Je vous dirai pas les noms parce que c'est pas le but. Mais voilà, j'ai été rencontrer des gros poissons de ces industries-là qui à qui en fait ouais je me suis retrouvé dans leur bureau en fait dans leur siège à Paris à aller là-haut avec mon petit costume pour présenter mon projet. Hello, bonjour, je me présente, je m'appelle Valentin, je fais des montures de lunettes en plastique recyclé et en fait là j'ai pris une première porte. J'ai pris une première porte dans la gueule parce que c'était le petit jeune plein de bonne volonté en fait qui se confronte à des gros poissons, à des requins et euh, qui va sans se protéger en fait, sans faire attention à ce qu'il fait, juste dans la bienveillance et dans l'optique de développer son projet. Malheureusement, ça s'est pas fait avec eux pour plein de raisons, alors que ces personnes-là en entretien nous disaient que ça allait le faire et qu'on allait travailler ensemble, qu'on allait entamer des démarches, qu'on allait signer des NDA, donc des non enfin des clauses de confidentialité en fait sur ce qu'on faisait. Et du coup, bah ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce qu'on a eu un truc qui s'appelle le Covid. Et je pense qu'il y avait un peu aussi de malhonnêteté de leur part ou ils ont senti qu'on était jeunes et qu'on était un peu comment dire, des nouveaux en fait dans ce secteur-là et à mon avis ils ont pas voulu prendre tout de suite part à ce projet parce que bah voilà on était jeunes et on était un peu trop on n'était pas assez pro encore à cette époque-là et assez carré quoi. Donc euh, donc voilà, donc je pense que ça leur a fait peur. Je reviendrai peut-être plus en détail sur toutes ces histoires-là dans le podcast, dans d'autres épisodes. C'est pas le but, mais en tout cas voilà, donc ça n'a pas marché avec eux. Il y a eu le Covid, on s'est pris le Covid dans la gueule, ça nous a bien fait chier et ça nous a bien emmerdé sur sur l'avancée de nos projets parce qu'en fait on devait être en contact dans ces gros groupes avec des personnes et ces personnes-là en fait bah ont changé d'entreprise à cause du Covid. Les revirements de personnel aussi en interne dans les entreprises. Donc bah voilà quoi. Dommage, dommage. Donc c'est pas grave, ça a été un peu ça a été la première claque on va dire de croire qu'en fait donc là c'est pendant cette période-là en fait on croyait que tout nous était dû en fait. On était là, let's go, on a rencontré ces gros big boss dans le milieu, ils nous ont dit qu'on allait marcher ensemble, on va faire péter le champagne, on a fait le coup du siècle, started from the bottom, now we are. Euh, mon accent est terrible. Mais mais voilà, donc on s'était dit qu'on allait faire le coup du siècle. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé.
parce que derrière on n'avait pas sécurisé ce qu'on faisait. Donc il y avait pas de brevet déposé, il y avait pas d'enveloppe solo, il y avait pas enfin tous ces trucs de propriété intellectuelle, il y avait rien du tout. On était à poil, on y a été sans rien, et ça c'est pareil, on en reviendra dans un épisode parce que c'est important de se protéger et de savoir où on met les pieds aussi. On avait un doute, ce qu'on allait se faire un peu manger, on va dire, par ces gros groupes. Et on y a été quand même parce que c'était un moment de rupture pour nous et on voulait voir en fait si on pouvait ou pas continuer dans ce milieu-là, parce que ça faisait quand même 3 ans que j'étais dessus et que les personnes avec qui je m'associais aussi commençaient avec le Covid et autres on commençait un peu à se friter ensemble parce qu'on n'avait pas la même vision sur ce qu'on voulait faire avec la boîte. Et du coup, à la fin de ça, donc on voit que ça se fait pas avec ces gros groupes. Donc on se dit bon on se sépare, on arrête là et tant pis. Donc on a créé une entreprise parce qu'on était dans l'excitation et qu'il y avait des gros groupes avec qui on était en discussion et il fallait qu'on aille vite pour pouvoir travailler avec eux en fait. Et au final, à la fin ça s'est pas fait. Donc on a perdu de l'argent parce qu'on a créé une entreprise trop tôt et on s'était pas backup et bien entouré en fait avec les personnes qu'il fallait, quoi. Donc du coup, ça a été ma première grosse claque, mon premier gros moment de solitude et de déprime, on va dire, dû à ce parcours entrepreneurial, parce que j'y ai quand même investi 3 ans, j'avais fait des beaux prototypes de mes produits, j'avais des montures de lunettes comme ça. Je vous partagerai peut-être ça un jour en story sur les réseaux, donc suivez les réseaux d'ailleurs, la Batcave podcast sur Instagram. Et du coup, c'était la première grosse claque. Et il fallait que je réfléchisse en fait si je voulais continuer ou pas dans cette voie, tout simplement. Et là, je me suis dit que en faisant le vide, en fait, qu'il fallait que je prenne un temps pour me recentrer sur moi et voir si c'était vraiment ce que je voulais porter. En fait, si je voulais vraiment faire un projet dans l'optique, est-ce que le monde de l'optique, de la lunetterie m'intéressait ou pas? Et en fait, je me suis rendu compte que non. C'était pas mon délire. C'était pas mon délire, c'était en fait un projet que j'avais commencé au début et que je voulais pas m'arrêter dedans en fait, parce que j'avais commencé, j'avais fait plein de réseaux, plein de relations dans ce domaine et je m'étais dit il faut que j'aille au bout en fait. Il faut que j'aille au bout. Donc ça a été les 3 premières années entrepreneuriales, on va dire, de mon parcours. Donc un peu chaotique. Enfin pas vraiment chaotique parce que ça m'a permis de me former sur plein de choses, de comprendre le milieu, comprendre l'écosystème entrepreneurial, comprendre le système, le secteur d'activité qui est l'optique et de pouvoir moi derrière de grandir aussi en posture de chef d'entreprise, enfin pas chef d'entreprise mais en tout cas de porteur de projet et de responsable en fait de ce que je dis, de ce que je fais, quoi. Donc ça a été un premier gros moment et au final à la fin de ce moment de solitude, donc là il y a eu quelques mois de déprime, je me suis dit bon, est-ce que ce serait pas le moment pour moi de relancer un truc avec un plus gros impact? Parce que de base je faisais ce projet de l'optique pour recycler du plastique et lui donner une utilité. Et du coup, je me suis dit mais en fait, est-ce que j'aurais pas meilleur temps à créer une usine de revalorisation de déchets? Donc là, les gars, vous me voyez venir. Euh, alors oui, effectivement, c'est bien beau tout ça, de se dire ça. Donc là, je repars dans un an d'études un peu du marché, du recyclage, de comment ça se passe, les chaînes de collecte, de tri, de revalorisation de déchets, etc. Comment je peux financer ce genre d'infrastructure et de délire en fait, parce que créer une usine, les gars, en fait tu t'en rends pas compte quand tu te dis que tu vas créer une usine ou un centre de tri, de valorisation, etc. T'as plutôt tendance au début à commencer petit et ensuite à te développer. Et moi, en fait, j'ai pris le truc en contraire. Je me suis dit, mais en fait, si je trouve des partenaires qui ont des déchets qui recyclent pas, aujourd'hui, je peux peut-être créer une usine de revalorisation, donc créer une filière sur une problématique, un déchet particulier. Mais en fait, ça n'a pas été la bonne approche, ça, avec le recul. Parce que du coup, il y avait pas d'argent, en fait. Il y a zéro argent. Je suis étudiant, je suis en école de commerce. Et je propose ça à des comment, enfin ce projet d'usine en fait à des maires de communautés de communes. Donc je vais voir des chargés de développement économique, je vais voir des agences de développement éco, on échange avec eux pour s'implanter dans des zones rurales, pour recréer de l'emploi. Donc j'essaye vraiment de développer un truc, un projet qui ait du sens comme ça. Et il fallait pour ce projet que je sois entouré d'acteurs en fait. Et en fait, ce que j'ai pas réussi à trouver, c'est les acteurs qui m'entouraient pour me suivre dans ce délire-là. Parce que moi, je leur demandais forcément un investissement à ces acteurs-là. Et du coup, c'était compliqué pour eux de me suivre parce que je demandais quand même 1,2 million. Il me fallait 1,2 million pour pouvoir créer une usine prototype, quoi, en fait.
avoir des lignes de production fonctionnelles et de pouvoir revaloriser du déchet et revendre ça derrière à plein pot. Mais en fait, j'avais pas pris conscience de tout ce que ça engageait, ce projet industriel. J'avais pas en fait toutes les clés de mon marché. Et du coup, c'est logique que ces acteurs-là et ces partenaires ne m'ont pas suivi plus loin dans ces débats-là. Mais ça, du coup, pareil, on en reparlera parce que j'ai pris des grosses leçons pendant ce projet aussi. Comme quoi, on a beau faire 80% du travail, de trouver le lieu d'implantation, trouver les mecs qui sont prêts à te donner, te laisser un local industriel pendant 3 ans gratuit. Mais enfin, vous imaginez là, enfin, c'est pas 3 ans gratuits, c'est 3 ans dégressifs. Donc la première année gratuite. Ensuite, à 50% du loyer à l'année, la troisième à 25%, et à partir de 3 ans, on payait plein pot le loyer. Mais, enfin, ce genre de choses-là, il faut quand même aller les négocier, il faut quand même aller échanger avec les acteurs sur le territoire pour pouvoir les créer ces opportunités, en fait. Et du coup, on avait quand même réussi tout ça, mais ça n'a pas suffi. Et je m'étais dit, ok, je vais tenter le tout pour le tout. Et du coup, on a eu un moment donné, enfin, j'ai eu, parce que j'étais tout seul sur ce projet, j'ai eu une opportunité avec le pôle pépite de Nancy, donc le PIL, de rencontrer le fonds d'investissement, un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement-là, je lui ai pitché le projet et ils m'ont dit en fait, parce que c'était un fonds composé de plein de business angels en fait. Et ce fonds-là m'a dit concrètement que 1,2 million, c'était énorme, que j'étais trop jeune. J'avais quoi? J'avais 24 ans quand j'ai présenté ça. Que j'avais pas 30 ans d'expérience dans l'industrie et que j'étais tout seul à porter le projet. Et que pour eux, ça allait être compliqué de me suivre là-dessus parce que c'était trop tôt en fait. C'était trop tôt en besogne pour développer un projet comme ça pour quelqu'un comme moi. Donc là, ça a été compliqué aussi parce que c'était nouvelle claque, nouvelle descente aux enfers. Putain, mais je viens de passer un an et demi sur le projet, à refaire une étude de marché, à rencontrer du monde, à rencontrer des entreprises, à leur dire écoutez, moi votre déchet, je pourrais peut-être en faire quelque chose parce que je suis en train de créer une usine. Donc je mettais en gage ma parole et je mettais en gage ma personne en disant si je vais le faire, j'y vais. Et à la fin, rien du tout. Donc ça a été une grosse claque parce qu'il a fallu assumer en fait ce que j'avais dit, ce que j'avais fait, et là où j'avais pas été bon non plus. J'aurais été meilleur, peut-être mieux accompagné aussi dans ces démarches-là. Ça aurait peut-être pu se faire, voilà. Mais au final, non, ça s'est pas fait de cette façon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, donc, un peu avant de pitcher ce projet au fonds d'investissement, je suis rentré en incubateur de start-up. Donc c'était un incubateur, c'était l'incubateur Lorrain, donc à Nancy, qui est un incubateur qui est spécialisé en faisant le lien avec la recherche académique, donc tous les brevets qui dorment à l'université, tous les issus des chercheurs des universités, des différents laboratoires de recherche. Il y a des passerelles pour sortir les technologies de ces laboratoires-là et les envoyer dans des startups comme la mienne pouvait l'être en fait, pour retransformer ces déchets-là en matière réutilisable ou en quelque chose d'utile. Donc j'étais rencontré à cette époque-là en incubateur quelques mois avant de rencontrer ce fonds. Et en fait, c'est là où on s'est dit qu'en fait c'était pas le bon projet et qu'il fallait peut-être que je change ma proposition de valeur en fait. Et je voulais aller au bout de ça, donc j'ai été quand même le pitcher. Bon, j'ai pris quand même de l'expérience parce que ce fonds m'a dit non, mais ils m'ont expliqué, ils m'ont ils ont échangé avec moi sur les différentes choses qu'il fallait que j'améliore, qu'il fallait que je fasse plus attention pour développer un projet de ce type. Donc j'ai gagné en compétences à la fin. J'ai bien étudié le marché, j'ai bien compris le marché, etc. Et donc à la fin, je suis ressorti gagnant quand même de cette étude-là, malgré le fait que ce soit un échec. Donc voilà, c'est pas grave. Deuxième projet, bon en attendant, c'est pas grave, je suis toujours à l'école. J'ai de la chance que mes parents m'aident aussi à comment dire pour m'héberger en fait, pour l'hébergement. Donc je suis pas à la rue en fait. J'ai des solutions de secours et je peux me permettre en fait de créer ces projets-là et de continuer mon aventure scolaire et de pas être dans la merde financière en fait, tout simplement. Donc j'ai eu de la chance à mes parents, merci papa, merci maman. Aujourd'hui encore d'ailleurs, voilà, je continue. Du coup, si vous voulez, ça m'a amené sur mon projet numéro 3, donc le projet actuel OVA, qui est une société de conseil en fait que j'ai créée le mois dernier pour aider les entreprises à mieux gérer leurs flux de déchets, mieux les valoriser, mieux les recycler.
Donc ça a été pareil, hein. Il a fallu reswitcher du coup après cette période-là, cette V2 du projet industriel, il a fallu reswitcher sur une étude de marché, comprendre le milieu du conseil, comment est-ce qu'il fonctionnait, comment est-ce qu'en entreprise le milieu du conseil est perçu, comment les acteurs du secteur du recyclage ont besoin ou pas d'activités de conseil. Donc il y a eu tout un boulot là-dessus d'échanges, c'est pareil avec des chercheurs via l'incubateur dans lequel je suis pour comprendre le milieu du recyclage, les problématiques qui y sont et comment ça pouvait être plus on va dire plus optimal pour moi, ouais c'est ça de partir sur sur ce projet de conseil en fait, voilà. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire en tout cas pour ce projet-là. Donc ça, je vais pas tout vous dévoiler sur Ova aujourd'hui parce que sinon ce serait me tirer une balle dans le pied sur ma stratégie ou autre. Mais on en parlera en fait petit à petit tout du long de ce podcast sur comment je développe l'entreprise, les différentes étapes dans lesquelles je suis et comment ça avance en fait tout simplement. Donc vous verrez avec moi si ça marche ou pas. Ça se trouve ça marchera pas. Voilà. Normalement ça va marcher parce que voilà j'ai quand même au bout de 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans dans l'entrepreneuriat, je commence à comprendre un peu les rouages et à comprendre comment quelles erreurs j'ai faites aussi dans mes derniers projets entrepreneuriaux pour aujourd'hui ne pas les répéter et de pouvoir avancer dessus. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette rubrique numéro 2, sur un peu tous les points que j'y m'est arrivé, tout ce qui m'est un peu arrivé. J'ai essayé de résumer grossièrement. Je suis pas rentré dans tous les détails. Il y a eu beaucoup plus de choses que ça qui sont, mais tout vous expliquer en détail, ce serait beaucoup trop long et on y reviendra petit à petit tout du long des épisodes. Je vous raconterai des anecdotes et ça sera très bien comme ça. Donc voilà pour cette rubrique numéro 2. On enchaîne avec la rubrique numéro 3, Road to Dark Knight. Et allez, let's go, jingle. Ok, donc du coup, rubrique numéro 4. Alors attendez, juste, je bois un petit coup parce que sinon je vais commencer à mourir là. Voilà, donc on est reparti du coup pour cette rubrique numéro 4. Donc comme je vous l'avais dit, cette rubrique numéro 3, pardon. Donc comme je vous l'avais dit, cette rubrique Road to Dark Knight, ça va être la rubrique défi. Donc là, le défi de la semaine, on va se poser sur la question du sommeil. Le sommeil, comme vous le savez, c'est super important. Avant de commencer tout autre défi, il faut être prêt physiquement et mentalement. Et pour ça, le meilleur, c'est quoi? Bah c'est tout simplement le sommeil en fait. Il faut que meilleur est le sommeil, meilleure est la concentration, la productivité, la gestion des émotions, gestion de stress, etc. Donc avant de vous donner le défi, je pense que c'est important qu'on fasse un petit point sur ce qu'est le sommeil. Donc, on va se faire un petit récap sur le sommeil. J'espère que vous allez apprendre des choses. Normalement, oui. Je me suis un peu tué à la tâche à aller chercher des informations pour vous parler de tout ça. Donc voilà. Moi aussi, le but de ces étapes défi-là, c'est aussi moi que je monte en compétences. Donc, on va faire ça bien. Donc, on part tout de suite. Donc, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est une période de repos qui alterne avec l'éveil. Donc ça, vous le savez, c'est calé sur un cycle biologique interne de 24 heures qui contrôle en fait le moment où vous êtes éveillé et le moment en fait où le corps il est prêt à dormir. Donc c'est en gros ce qu'on appelle le rythme circadien. Ça, ce rythme circadien, ces petits mécanismes-là qui alternent ce cycle du sommeil et de l'éveil, c'est situé dans le cerveau et ça, il faut savoir que ce cycle-là, en fait, ce rythme, il affecte chaque cellule, chaque tissu et organe du corps et du coup, leur fonctionnement par défaut. Et c'est super important de comprendre ça parce qu'il faut savoir que cette horloge interne du corps, donc du coup ce rythme circadien, il est synchronisé avec d'autres éléments de l'environnement extérieur. Donc ça peut être, c'est pas ça peut être, c'est la lumière, l'obscurité. Il y a d'autres signaux aussi qui aident à sentir si tu es éveillé ou en train de somnoler. Tu sais quand tu as le sommeil qui est en train de partir, tu sens que tu es un peu en train de partir du bec et tout. Donc ça, on va voir ce que c'est aujourd'hui là, on va en parler. Tout ce qui est lumière artificielle aussi, la caféine, ça peut jouer sur ces processus-là et ce rythme circadien parce que ça donne de faux signaux d'éveil au corps et ça va, entre guillemets, le dérégler. En tout cas, sur le moment. Ensuite, il faut savoir que le besoin de sommeil du corps, en fait, il est propre à chacun. Mais on a des personnes qui sont, enfin en tout cas qui se lèvent plus facilement et plus naturellement tôt que d'autres
Et c'est pareil pour l'heure du coucher, il y en a qui se couchent forcément plus tard que d'autres. Et ça, en fait, ce rythme des horloges biologiques, en fait, il diminue avec l'âge, et c'est en gros les neurones ou les cellules du cerveau qui favorisent le sommeil, en fait, qui disparaissent avec le temps, en fait. Donc avec plus le temps passe à l'extérieur, plus vous vieillissez, plus ces cellules-là qui régulent ça en fait disparaissent. Et du coup c'est pour ça que t'as les personnes âgées qui sont en général réveillées à 4 heures du mat et qui dorment 3 heures par nuit, quoi. Parce que voilà, ces cellules-là disparaissent et elles ont un cycle qui est un peu plus déréglé que des bébés qui dorment toute la journée et ou que des ados qui sont encore en processus de croissance, quoi. Donc ça, c'est le facteur temps, mais tu as aussi le facteur qui est tourné sur le facteur physique. Si tu fais moins d'activité ou moins de temps passé à l'extérieur, c'est pareil, ça affecte aussi ton rythme circadien. Parce que ton œil, ouais, avec tes yeux, en fait, tu ne captes pas la lumière du soleil, par exemple. Si tu passes ta journée en intérieur, tu en captes moins. Et du coup, ça joue aussi sur ton adaptation de ton rythme circadien, qui va plus s'adapter à un environnement obscur, qui va plus s'adapter à être dans ta grotte, si tu veux, que d'être le jour, la nuit, et de dire, OK, bah, il fait jour, il fait nuit, c'est l'heure pour le corps de dormir, quoi. Donc voilà un peu comment est défini le besoin, en fait, de sommeil de votre corps. Ensuite, tu as une autre chose aussi, c'est le besoin biologique de sommeil qui augmente lorsque tu es éveillé en fait pendant une longue période. Donc ça, c'est contrôlé en fait par l'homéostasie. Donc ça, c'est le processus par lequel ton corps, il va maintenir stable ses systèmes en fait. Donc stable sa température interne par exemple, le fonctionnement de ses organes ou tout ce genre de choses. Donc ça, c'est un composé qui s'appelle adénosine et qui est lié au besoin de sommeil. Donc pendant que tu es éveillé, le niveau d'adénosine dans ton cerveau, en fait, il continue d'augmenter. Donc plus t'es éveillé, plus ça augmente, plus t'as un niveau croissant du coup d'adénosine dans ton cerveau, et du coup c'est là que tu commences à ressentir en fait les effets du sommeil et qui te fait qui te fait basculer de l'éveil vers le sommeil. Donc c'est là où tu commences à piquer du nez et tu commences un peu à t'endormir. Et ça du coup la caféine et certains médicaments ils peuvent interrompre ce processus en bloquant en fait l'adénosine. Et du coup, l'adénosine, elle peut pas faire son effet sur ton corps. Et ça, ces niveaux-là aussi, ils peuvent être, ce qui peut jouer, c'est l'élément extérieur. Et du coup, ça peut être les rythmes lumineux en fait, le soleil. Plus tu passes de temps dehors toute la journée, bah ça montre que effectivement, ton corps il sécrète de plus en plus d'adénosine parce que c'est normal en fait pour ton corps de s'adapter parce que le jour t'es en éveil et la nuit bah t'es en sommeil, et donc du coup ça veut dire que ton corps il capte les rayons du soleil grosso modo avec tes yeux, ça permet de sécréter de l'adénosine et du coup de te faire dormir, de monter ton niveau de fatigue petit à petit toute la journée jusqu'à un moment où tu as le bon niveau et ton corps commence à basculer dans le sommeil. Et ces signaux-là aussi, ils vont être interprétés par une zone du cerveau, et donc ça s'appelle le noyau suprachiasmique, qui traite en fait les signaux au reste du corps via deux systèmes en fait. Le système sympathique, donc ça c'est la partie du système nerveux qui augmente la fréquence cardiaque, ta tension artérielle, la fréquence respiratoire et la taille des pupilles, etc. Donc qui est plus sur l'instantané et qui accélère en fait les systèmes. Et l'autre système, c'est le système parasympathique, en fait, qui ralentit tout ça, le rythme cardiaque, le système nerveux et autres. Et c'est ça, en fait, qui aide l'horloge biologique, centrale à rester en phase de jour et nuit, en fait. En restant, pareil, exposé à la lumière du jour ou pas, ça fait que tu rentres dans une phase ou l'autre. Voilà. Une phase du système sympathique ou parasympathique qui te fait ralentir ton système nerveux et tout, donc ton cœur, donc ta respiration, et du coup qui te plonge progressivement vers le sommeil. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a les experts et les médecins qui disent que l'exposition à la lumière artificielle, ça interfère avec ce processus. Et c'est pour ça que quand tu restes sur ton tel le soir avant de dormir pendant des heures et tu te couches, en fait, t'as pas sommeil en fait, parce que ton système il se dérègle petit à petit. Et ça marche un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre un rythme, et c'est en tout cas sur le rythme qu'on va tenter d'interférer avec le défi de la semaine en fait. Donc avant le défi, on va continuer un peu à parler de ça, et donc de ce cycle lumière-obscurité en fait qui influence le moment où le cerveau est produit une hormone appelée la mélatonine. Donc ça c'est pareil, ça tu l'as déjà entendu, la mélatonine en fait ça se déplace vers les cellules du corps par la circulation sanguine, et la quantité de mélatonine dans le sang, ça commence à augmenter le soir jusqu'au petit matin, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle grosso modo l'hormone du sommeil en fait.
Donc ça grandit en fait, le taux grandit de mélatonine toute la nuit, ça te permet de rester bien endormi et bien dans cette phase-là. Et par contre, au petit matin, donc là, à mesure en fait que tu es exposé à la lumière du soleil, donc au lever du soleil, en fait, ton corps il va libérer une autre hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, en fait, il prépare le corps au réveil en fait. Et l'exposition à la lumière artificielle en fin de soirée, en fait, bah ça perturbe ça. Et du coup, au lieu de libérer de la mélatonine, bah ça va pas en libérer et du coup ça va rendre plus difficile l'endormissement. Et du coup, le petit matin, c'est pareil. Quand tu te réveilles, en tout cas ton corps quand ton corps sent qu'il va se réveiller ou qu'il a plus besoin de sommeil, il va sécréter l'hormone le cortisol pour en gros contrebalancer la mélatonine et te réveiller petit à petit. Donc voilà, ça c'était important de comprendre ça. Donc vous l'avez compris, l'environnement extérieur ça joue sur ces hormones-là qui sont libérées la nuit par votre corps et avant de dormir. Et donc ça joue forcément sur la qualité de votre sommeil. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre son sommeil et de savoir comment l'optimiser. Donc là, vous savez maintenant comment l'optimiser. Donc tous ces facteurs extérieurs qui peuvent jouer dessus, bah, il faut travailler dessus. Donc c'est l'activité physique, c'est éviter les lumières bleues, les écrans le soir avant de s'endormir. Alors les médecins ils considèrent 1 heure avant, 1 heure à 2 heures avant. Moi, je vous cache pas que c'est un de mes gros problèmes aussi, c'est que bah en général le soir je suis sur le PC ou pour travailler, pour écrire des bullet points de podcasts par exemple comme ça, ou faire des recherches. Donc effectivement, moi j'ai un gros boulot là-dessus, à arrêter les écrans le soir avant de dormir et du coup augmenter la qualité de mon sommeil par ça et du coup en réduisant l'exposition aux lumières artificielles. Et le matin aussi du coup quand je me lève, du coup sortir, enfin en tout cas me réveiller d'un coup, pas prendre le téléphone et regarder la petite lumière artificielle, mais sortir, ouvrir le volet, constater la lumière du jour dehors, parce que c'est ça en fait qui va vous faire qu'on va sécréter les bonnes hormones et du coup se réveiller plus facilement et pas être dans un état gazeux toute la journée de oh putain, je sais pas si je suis fatigué ou quoi. Surtout que moi je consomme pas de café, donc du coup je dois jouer sur la qualité du sommeil directement quoi. Voilà. Donc ça, c'était en tout cas pour tout ce qui se passe dans le corps. Ensuite, le point que je me suis noté, c'est les phases du sommeil. Donc, il faut savoir qu'on a 2 phases de sommeil. On a le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Donc, en fait, c'est un cycle en fait qui s'alterne toutes les 80 à 100 minutes à peu près, donc toutes les heures et demie, 2 heures. Et en général, enfin, il y a pour faire une nuit, en fait, t'as généralement 4 à 6 cycles en fait par nuit et la problématique c'est que si tu te réveilles mal en fonction de ces cycles, ça peut aussi jouer sur la façon dont tu es réveillé. Donc ça on va voir tout de suite. Donc pour ce qui est du sommeil non paradoxal, en fait, le sommeil non paradoxal, c'est composé principalement de 3 grandes étapes. Et c'est en gros des étapes où les chercheurs ont défini en fait par les mesures d'activité cérébrale pendant que des cobayes en fait dormaient. Donc tu as une première étape. La première étape, c'est la phase de transition entre l'éveil et le sommeil. Donc c'est là où tu commences à somnoler et que tu piques du nez et que tu vas t'endormir et du coup que tu commences à t'endormir. Donc c'est dès que tu t'endors là, tu es dans cette phase de sommeil non paradoxal. Ensuite, quand tu l'atteins le sommeil, tu es dans l'étape 2. Donc là, on dort, ça y est, on est endormi, on vient de passer de s'endormir et on commence à plus connecter avec les yeux et le cerveau. Et ensuite, étape 3, donc c'est là où c'est ce qu'on appelle l'étape de sommeil profond en fait, ou de sommeil lent. Et c'est l'étape en fait dans laquelle on passe le plus de temps quand on est en train de faire sa nuit. Ensuite, on a le sommeil du coup paradoxal. Et en fait, pendant le sommeil paradoxal, c'est là où tu as les yeux qui tremblent, le cerveau actif. En fait, c'est là où tu as le plus d'activité cérébrale pendant ton sommeil. Et en fait, c'est l'activité en fait cérébrale de ton cerveau, elle est similaire à l'activité du cerveau pendant les heures d'éveil en fait. C'est là où tu as le rêve qui se produit, c'est dans ces moments-là de sommeil paradoxal que ton cerveau va rêver. Et c'est aussi là, par exemple, que bah, tes muscles ils deviennent mous et que en fait, bah, ça t'empêche tout simplement de réaliser tes rêves et ça t'empêche de sauter de la falaise, tu vois, et de tomber de ton lit, tu vois. Donc, grosso modo, le cerveau est bien fait parce qu'il déconnecte en fait ces phases de muscles là pour pas que tu fasses de dingueries pendant que tu rêves en fait. Sinon, alors j'ai pas l'info, hein, mais je pense que
des problématiques justement de connexion entre le cerveau et ces phases de sommeil qui font que t'as des somnambules. Alors ça se trouve je dis de la merde, hein. Je sais pas, mais je pense que ça doit être ça. Et du coup, donc n'hésitez pas, hein, si vous savez dans les commentaires, vous dites. Mais voilà, donc généralement, tu as plus de sommeil paradoxal tard dans la nuit, donc au beau milieu de la nuit ou au petit matin, parce que tu as des températures qui sont plus froides, et c'est dans ces températures les plus froides que tu es en sommeil paradoxal, apparemment. Je vous dis apparemment, les gars, parce que tout ce que je vous dis là, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai été chercher ça sur un site gouvernemental américain de chercheurs, c'est le National Earth Lung and Blood Institute. Donc voilà, et les gars, mon accent est incroyable, voilà. Donc ça vient de scientifiques quand même. Je vous fais un résumé de l'étude que j'ai trouvé là-dessus. Et voilà, donc le sommeil, bah, ça joue un rôle essentiel en fait dans la bonne santé et le bien-être tout au long de la vie. Et la façon aussi dont tu te sens éveillé, en fait, en partie, ça se passe pendant le sommeil. Et du coup, fait pendant le sommeil, ça influence en fait la phase du moment où tu seras réveillé, en fonction de si tu as une bonne activité cérébrale, une bonne santé physique et tout ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc le sommeil, c'est pas si simple que ça, hein, mine de rien. Il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de choses. Et bah ma foi, c'est la complexité du corps humain, hein. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ça. Donc bah forcément le mauvais sommeil, ça entraîne des problèmes d'hormones, ça entraîne aussi des problèmes de métabolisme, du coup forcément. Donc ça c'est la façon dont t'as le corps qui gère les graisses et diverses autres horloges comme le foie par exemple, la transformation de la graisse vers les muscles, enfin tout ce genre de choses. Donc ça aussi ça peut jouer sur le métabolisme, du coup le sommeil. T'as aussi tout ce qui est système respiratoire et immunitaire. Donc là, bah forcément, c'est pareil, hein, pendant ton sommeil, si t'as un mauvais sommeil et que tout est un peu, tes hormones et tes process internes sont chamboulés. En tout cas, quand tu dors moins bien, tu respires moins d'oxygène ou tu respires pas comme il faut. Bah, ces changements, ça peut aussi causer des problèmes, voilà, chez des personnes qui ont de l'asthme ou des maladies pulmonaires, par exemple, ce genre de choses. Et bien sûr, bah, des problèmes de réflexion et de mémoire parce que bah, on sait que t'es moins concentré et t'es moins agile mentalement quand t'as pas fait une bonne nuit que quand t'as passé une super nuit, quoi, et que t'es réveillé en pleine forme. Et c'est pareil, ça, tout ce qui est formation de souvenirs à long terme, tout ce qui est apprentissage, école et tout, bah ça joue aussi sur ces phases-là de sommeil, quoi. Donc c'est important de bien maîtriser son sommeil. Et du coup, les derniers points que je me suis noté, c'est que bah, les experts, ils recommandent pour les adultes entre 7 et 9 heures par nuit. Donc ça, c'est pareil, ça dépend aussi en fonction des personnes. T'en as qui dorment super bien et qui ont pas besoin de plus de quelques heures de sommeil. Et t'en as d'autres bah, qui sont obligés de dormir énormément parce que c'est comme ça, quoi. Mais il y a aussi un truc comme je vous disais tout à l'heure, avec les différentes phases de sommeil, entre le sommeil paradoxal et non paradoxal. Donc ça, c'est pareil, en fonction de comment vous vous réveillez en plein milieu d'un rythme ou d'un autre, euh, ça peut être compliqué pour vous. Donc il y a des applications, alors je sais plus c'est quoi leur nom, mais pour optimiser son sommeil et ce genre de choses. Donc bah n'hésitez pas à tester. Vous me direz, moi je peux pas me mettre sur des applications parce que je suis un peu partager mes bruits quand je dors, etc. Bon, voilà les gars, c'est pas que je pousse des bruits de gorée quand je dors, mais bon, je sais pas où vont mes données et tout après, donc j'ai pas envie de trop partager ça. Mais en tout cas, je vais tenter cette semaine, moi, de me poser là-dessus et de voir comment je peux améliorer mon sommeil. Donc ça va être d'aller, en tout cas, au lit, je pense plutôt, parce que d'habitude, je me couche aux alentours de 11h30, minuit, des fois plus. Et je sais que c'est catastrophique, surtout que le lendemain, je me réveille aux alentours de 7h30, 8h. Euh, donc il faut absolument que j'optimise ça. Et aussi ce qui joue là-dessus, c'est la régularité. Donc c'est-à-dire que si on commence à se mettre un défi de dire ok les gars, le défi de la semaine c'est 22h30, il faut que tous les jours de la semaine on se couche à 22h30. Sinon notre corps il a pas le temps de s'adapter à ce rythme en fait. Et du coup si c'est pour faire 5 jours à 22h30 et le week-end se coucher à 3h du mat, c'est niqué les gars. Il y a pas de challenge, il y a rien en fait. Donc, alors oui, il y a des sorties qui se font en semaine, des fois, ou même le week-end, on va pas l'enlever. Mais en tout cas, si vous jouez là-dessus, essayez de vous réveiller à la même heure le lendemain matin, donc 7h30 ou 8h, pour être en forme et être directement, garder ce rythme en fait. Vous serez plus fatigué le soir, vous irez peut-être dormir au lit plus tôt le lendemain, c'est tout. Mais donc du coup, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Euh, donc le défi, voilà, ça va être principalement ça. Aller au lit avant minuit. Donc moi je vais me fixer 22h30, 23h je pense. Pour voir déjà en gagnant une heure et demie de sommeil,
si ça peut influer sur ma capacité et mon efficacité. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, on se tient au courant dans les commentaires aussi cette semaine. Et vous n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à vous dormir plus tôt et à vous lever en meilleure forme ou pas. Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. L'épisode, putain, mon Dieu, il va être encore bien plus long que le premier. Je pensais qu'il allait être plus court. Il va falloir que je m'organise sur mes timings. Ça va pas du tout. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses aujourd'hui, que ça a été un bon moment pour vous. J'espère avoir fait moins de tics de langage. Pardonnez-moi s'il y a des gars qui sont restés, qui ont compté jusque là. Merci les gars, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Et ma foi, c'est voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et n'hésitez pas surtout à aller follow sur le la Batcave podcast sur Instagram et les autres réseaux sociaux qui seront en description aussi. Donc il y a YouTube, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a le TikTok aussi. Je sais pas encore ce que je vais publier dessus, mais je vais publier certainement des boucles audio. Donc on verra. Donc en tout cas voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à exploser la barre des likes. Mettre 5 étoiles, les gars, vraiment, ça, je vais faire mon mendiant, hein. À chaque fois, je vais quémander, mais c'est super important pour le développement du podcast. Donc voilà. Et bah écoutez, vous voyez, je l'ai dit, donc là, ça vous fait un en compteur en plus. Donc je vous souhaite, merci pour votre temps, les gars, merci pour le soutien, et je vous souhaite une agréable fin de journée, une bonne soirée et une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine dans la Batcave. À plus l'équipe.